C'est pas une attaque contre un homme, c'est pas une attaque contre une industrie ou un industriel, c'est plus contre une politique générale. Monsieur Bazin, désolé, mais ce que recherchent les gens, c'est avant tout du confort. Ça fait 30 ans qu'on fait ça. C'est pour ça qu'on a entre autres si peu de performances et d'économies d'énergie générées avec 30 ans d'action. C'est quand même déplorable d'annoncer ces chiffres-là. Ouais, on va passer les aides de 2 milliards à 5 milliards. Ok, banco. Mais une rénovation globale, on l'a dit, hein, c'est 40 à 70 000 euros environ. Hein. Et les aides, ça va de 9 000 à 13 000. Donc là encore, ça illustre qu'il n'y a pas de système. Pas de règles. Il n'y a pas de règles. Ouais, il faut que les choses soient adaptées. Il faut arrêter d'imaginer que tout peut être mis sur tableur. Bonjour Claude. Bonjour Geoffrey. Aujourd'hui, je voudrais te faire réagir. En fait, ça m'a fait un peu réfléchir. Je suis tombé sur un article dans la Tribune d'une interview du dirigeant d'un industriel français, fabricant de matériaux, qui présentait sa vision de la rénovation énergétique du bâtiment français, pour rentrer dans le cadre de la transition énergétique, de la politique qui est en cours, et qui expliquait sa stratégie, voilà. Et qui privilégiait la rénovation globale, d'une manière industrielle. Et avec le problème des financements, etc., des aides publiques, et qui donnait... alors déjà, sur la rénovation globale, qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce que, en gros, c'est plutôt une vision où c'est l'idéal et on l'applique à tout d'une manière systématique, voire systémique. c'est Benoît Bazin du groupe Saint-Gobain. Hein, le patron du groupe Saint-Gobain, qui a été effectivement interviewé par le rédacteur en chef, le président, le responsable, je ne sais pas quoi, enfin quelqu'un de très haut placé dans la hiérarchie de la Tribune. Alors, moi, la première chose que j'ai retenue, c'est que ils sont dans le cadre d'une réunion qui, c'est normal, c'est la Tribune qui interviewe, donc bon, voilà, on est dans un journal financier, devant un patron de journal financier qui interviewe un patron d'un grand groupe industriel, en tout cas un des plus gros groupes industriels français. Hein. Et ils ont chaud. Puisque seul Monsieur Bazin, bravo Monsieur Bazin pour votre courage, a gardé la veste, et les deux autres interlocuteurs sont en chemise et on les voit qui transpirent. Mais, alors, il serait l'hiver, dans un cadre bien chaud, je comprendrais la teneur générale de ce qui a été évoqué. Mais quand même, quand on est en période quasiment caniculaire, qu'on souffre de chaleur, et ne parler de thermie de bâtiment que sous l'angle CO2, finance, ou quasiment que CO2, finance, et exclusivement sous le regard de l'hiver, il y a quand même un problème. Parce qu'on le sait tous, le défi de demain, c'est pas l'hiver, c'est l'été. Et quand on transpire, on ne peut pas oublier qu'il fait chaud. Donc là, non, franchement, je ne vous trouve pas de circonstances atténuantes pour avoir omis de parler de l'été. Alors après, on peut avoir quelques explications, peut-être qu'on va en donner, du pourquoi de ce positionnement. Hein. Bon, un industriel, et c'est normal, Monsieur Bazin, vous jouez votre rôle, et vous le jouez bien, et vous remplissez bien les fonctions. De toute façon, le groupe Saint-Gobain, les gens qui sont à la tête sont des gens qui ne vous auraient pas mis là si vous n'aviez pas été bon. Et donc, c'est bien. Et un industriel, il produit, il met sur les étagères, et puis il faut vider les étagères. C'est le principe de base. Faute de quoi, ça se passe pas bien, économiquement parlant, et les actionnaires sont pas contents, etc. Donc voilà, chacun joue son rôle. Alors oui, effectivement, l'approche globale, ouais, j'ai retenu quand même un chiffre à la fin, si on parle de la même chose. J'ai retenu un chiffre quand même qui, de mémoire, peut-être un petit peu des erreurs, mais pas y en avoir beaucoup quand même, où Monsieur Bazin, vous dites que en 50 ans
on a baissé de 30% les émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie, hein, c'est un peu lié, et que dans les 10 ans, il faut qu'on atteigne 50%. Alors moi, je note, parce que il y a un petit moment quand même que je suis dans le secteur, je note que ça fait en gros pas loin de 30 ans qu'on entend parler d'actions qui vont nous permettre d'améliorer. Il y a 15 ans, on a vu apparaître les passoires énergétiques. Alors aujourd'hui, on ne parle plus de passoires énergétiques. On nous dit aujourd'hui, il faut absolument faire passer ce qui est en F et G à autre chose. Ou alors, en gros, on parle des mêmes choses, on donne d'autres noms. Et quand même, si je divise 30% d'économie, d'amélioration sur, en gros, 30 ans, c'est pouillème par rapport au excusez-moi, c'est trivial, au pataquès qu'on nous fait en permanence. Un jour, c'est le mois des combles à 1 euro. Et puis, l'année d'après, voilà, le mois de janvier, voilà, le mois du blanc, ça va être les pompes à chaleur. Et puis, l'année prochaine, ça va être quoi? La clim, etc. On ne sait pas. Bref, ça va d'action en action, quoi. Hein. Donc, bon, ça, c'est un petit peu mon coup de gueule. Je pense qu'on va effectivement maintenant revenir au cœur de cette interview. Donc, tu voulais me faire parler de quelque chose. Sur la rénovation globale, de privilégier ça, effectivement, une fois qu'on a fait une rénovation globale, on a des diminutions sensibles de consommation énergétique. Oui. Mais en tout cas, on devrait les avoir. On devrait. Parce qu'une rénovation globale, c'est quand même, parlons clair, une maison de 100 mètres carrés, qui est F ou G, puisque c'est ce à quoi on s'attaque, c'est 40 à 60, 70 000 euros quand même qu'on engage. Heureusement que ça produit quelques effets, ou alors ça serait quand même vraiment à douter de tout, quoi. Hein, donc oui. Alors moi, ce qui m'interpelle, c'est que pour avoir passé du temps avec toi et visiter des dizaines de maisons, c'est que il y en a pas une qui se ressemble, il y en a pas une qui a la même histoire. Non, effectivement. Les occupants aussi ont des situations différentes, des tailles de foyers différentes. Ils sont pas tous pareils, comme nous dit Coluche, ils sont pas tous égaux. Hein, tout le monde est égal, mais il y en a pour qui ce sera plus dur. Ils ont des moyens et des objectifs différents. Oui. Et pour le moins, il me semble compliqué d'appliquer la même méthode à tout le monde, sur tout type de biens, sachant que l'enjeu, effectivement, aujourd'hui, c'est la rénovation, c'est pas la construction. Oui. Donc, moi, ça m'interpelle quand, par rapport à ce parc complètement hétérogène, parc français, on essaye d'appliquer la même méthode, une méthode industrielle. Oui, ils jouent leur rôle. Ouais. Alors que ce que je vois, c'est que une situation, une analyse et une solution ou des pistes ou des orientations adaptées à chaque solution serait sans doute beaucoup plus efficace. En tout cas, une facilité de mise en œuvre. Oui. Ce que je retiens aussi, que parfois 20% des investissements ou de la mise en œuvre ou des travaux mis en œuvre ou des modifications de système produisent 80% des résultats. Oui, et si on s'en tenait là, ça serait déjà pas mal. Et donc, d'avoir une analyse et une approche beaucoup plus fine par bien, quitte à mettre les apports, les aides, et donc de les cibler beaucoup plus sensiblement, beaucoup plus finement, aurait un impact de 20%, 80% des énergies. Et surtout, si on fait une analyse et un diagnostic assez précis, en privilégiant aussi le confort. Oui, c'est ce que je retiens le plus, moi, de ça. On gagne sur les deux tableaux. Oui, bien sûr. Donc là où je veux en venir, c'est que plutôt que de se dire on va faire une rénovation, on va privilégier la rénovation globale, qui va coûter extrêmement cher en budget, parce qu'il y a toujours un reste à charge, qu'on soit F ou G, c'est pas parce que on n'a pas beaucoup de moyens. Donc il est gros, le reste à charge. Il est quand même gros, parce qu'on va pouvoir parler un peu des chiffres sans rentrer à fond dedans. En plus, je les connais pas par cœur, mais on va se donner des fourchettes quand même. Ouais, le reste à charge, il est pas négligeable, quoi. Il y a vraiment un gros problème. Un énorme problème.
Et donc oui, il faudra bien un jour qu'on applique cette fameuse loi de Pareto, voilà, 20% des investissements, 80% des problèmes résolus. Ça serait déjà pas mal. Je note qu'on ne l'a pas appliqué depuis 30 ans, hein. Moi, j'ai une réflexion quand même qui me vient. J'aime bien Einstein parce que déjà, il a découvert quand même pas mal de choses. Et puis, je sais pas s'il a dit tout ce qu'on lui prête, mais en tout cas, on lui prête aussi d'avoir dit on ne résout pas un problème en s'appuyant sur des solutions qui ne changent pas. En gros, hein, il l'a dit mieux que moi. Et en mettant à la tête de cette solution qu'on recherche ceux qui ont généré le problème. Et on change jamais d'acteur. C'est toujours les mêmes acteurs. Alors, j'ai le plus grand respect pour Saint-Gobain, et Lafarge, et tant d'autres, et les grands dirigeants d'entreprises, etc. Pour moi, ce sont des gens avec des capacités monstres, parce que c'est pas rien quand même d'avoir 1000, 2000, 5000, 10 000 salariés dans le monde. C'est énorme, c'est énorme. D'avoir des actionnaires à qui on rend des comptes, d'avoir la nécessité d'orienter, parce que ne nous voilons quand même pas trop la face. On parle pas d'été, mais bon, quand on ne vend que des matériaux, ou principalement des matériaux, parce qu'il y en a chez Saint-Gobain qui sont capables d'apporter de la chaleur spécifique, de la densité en œuvre, etc., susceptibles de bien lutter contre l'été, mais quand même, verrier on est, verrier on demeure. Donc, ça reste le cœur du métier quand même. Hein. Et qu'on a des produits qui sont plus adaptés à l'hiver qu'à l'été, on parle de l'hiver. C'est normal, c'est normal. Hein. Je crois que Monsieur Bazin a donné ses priorités. Ouais. Et d'une manière privilégier la rénovation globale dans cet ordre, donc c'est ce qui est marqué dans l'article. Hein. Alors il n'a pas dit dans l'interview, je pense que ça a été rajouté après. Là. Ça a été rajouté après, ouais, manifestement. Donc en première place, il y a tout ce qui est ouvrant. Oui, les menuiseries, ouais. Les menuiseries. En deuxième place, l'isolation. Ouais. En troisième place, les combles. Ouais, donc c'est curieux d'ailleurs, parce que les combles, à part y faire de l'isolation, donc c'est un peu le même sujet quand même. Hein. Ouais. La façade. Oui, à part y faire de l'isolation, c'est aussi un peu le même sujet. Ouais. Le chauffage. Ah oui, le chauffage, ouais. Et enfin, la ventilation, si nécessaire. Voilà, alors, là, on va prendre une minute ou deux quand même. On parlait de la loi de Pareto, les 20% qui font les 80%. Donc, manifestement, la ventilation, c'est la dernière roue du carrosse pour Monsieur Bazin. Monsieur Bazin, désolé, mais ce que recherchent les gens, c'est avant tout du confort. Ça, c'est leur objectif. Et l'un des ressentis principaux de confort, alors je vais vous expliquer comme ça en une minute un peu comment ça marche. Pour moi, modestement, mais quand même, le confort, l'un des principaux critères, c'est l'humidité relative de l'air. On a deux choses qui peuvent influencer l'humidité relative de l'air dans le bâtiment. Il y aura une troisième qui est la pression atmosphérique, mais bon, la pression de l'air, mais très peu sensible dans le bâtiment. On a la teneur absolue en eau sous forme de vapeur dans l'air et la température de l'air. Et donc, on aimait beaucoup, à titre d'information, un adulte comme nous, c'est entre 3 et 5 litres d'eau par jour, transformée sous forme de vapeur du fait de notre métabolisme et de nos activités, bain, douche, cuisine, vaisselle, lessive, j'en passe, c'est les meilleurs. Et donc, tout ça sature l'air de vapeur d'eau. Et au-delà de 65% d'humidité relative, vous avez des techniciens chez vous qui vous confirmeront tout ça, on est dans l'inconfort. On a deux solutions pour revenir dans le confort. Soit on augmente la température de l'air, donc on consomme des ressources et de l'énergie, ça fait 30 ans qu'on fait ça. C'est pour ça qu'on a entre autres si peu de performance et d'économie d'énergie générées avec 30 ans d'action. C'est quand même déplorable d'annoncer ces chiffres-là. Et d'imaginer qu'on va appliquer les mêmes recettes et que là, d'un coup, en 10 ans, on va avoir 50% d'énergie. Rendez-vous dans 10 ans. Hein. Alors là, bon, je serai peut-être plus là à causer, mais bon, rendez-vous dans 10 ans quand même. Hein. Et donc, si effectivement on chauffe plus, on consomme plus. Et là, il y a une obsession chez tous nos thermiciens, nos dirigeants. Vous, je le comprends, vous êtes un industriel, je le redis, et c'est tout à fait respectable. Il faut que vous fassiez tourner votre boutique.
Et donc, vous le faites bien. Bravo. Hein. Après, peut-être qu'on pourrait chercher d'autres pistes. Mais là, c'est pas à vous d'aller chercher ces autres pistes. C'est à ceux qui donnent les directives, les orientations. Hein. Mais donc, lorsque on chauffe plus, on va donc faire monter l'air sous pression et il va y avoir une migration. On va avoir un delta de température plus élevé entre l'intérieur et l'extérieur. On va donc avoir plus de fuite. Et l'obsession de tous aujourd'hui, c'est de lutter contre les fuites. Ah, il faut renouveler. Parce qu'effectivement, quand on chauffe, on compense les fuites. Hein. Donc, et on est uniquement basé là-dessus. Les fuites. Faut isoler. Le lambda. Les épaisseurs. Voilà. Ça fait 30 ans qu'on entend causer de ça. Changeons le discours, s'il vous plaît. Hein. Et donc, moi, je pense autrement. Je pense que si on peut revenir vers 55% d'humidité relative sans chauffer, mais en renouvelant l'air, là, je vous garantis, on va pas être dans les 20-80. Hein. On va être dans les 5% dépensés et 95% des problèmes résolus. Et ça, c'est lié au renouvellement d'air. Et le renouvellement d'air, chez vous, dans une rénovation globale, c'est la dernière roue du carrosse. Non. En plus, d'ailleurs, je suis quand même assez surpris que dans une rénovation globale, on donne des priorités. Soit on fait du cas par cas, du lot par lot, soit on fait du global. Si on fait du global, on l'envisage dans la globalité. Et la globalité, c'est d'abord donner les conditions de ressenti de confort les meilleures possibles pour qu'avec une température la plus basse possible, les gens soient dans le confort. C'est ça la voie royale. Et on n'a pas pris cette voie royale. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. C'est isolation. Je m'énerve un peu quand même parce que moi, normalement, je suis retraité. Hein. Ça fait 30 ans que j'entends le même discours avec les mêmes résultats. Alors, on va passer les aides de 2 milliards à 5 milliards. Ok, banco. Mais une rénovation globale, on l'a dit, hein, c'est 40 à 70 000 euros environ. Hein. Et les aides, ça va de 9 000 à 13 000. En gros, hein. Après, il y a les certificats d'économie d'énergie, 2 ou 3 bricoles en plus. Allez, mettons qu'il y ait 20 000 euros d'aide encore. Tiens, on fait gros poids, grosse mesure. Il reste 20 000 à financer. Entre 20 000 et 30, 40 000, quoi. Et le ménage modeste, hein, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir son banquier. Et le banquier, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez tant de revenus. Je peux vous prêter jusqu'à concurrence de tant de % de taux d'endettement. Honnêtement, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, j'ai pas entendu beaucoup de choses très pertinentes sur le sujet. J'ai entendu Monsieur le maire dire un des meilleurs moyens pour y arriver, c'est de passer de demander aux banquiers d'accompagner les gens non plus jusqu'à 30% de leurs revenus en termes de capacité de remboursement, mais 40%. Ça serait pas bête, ça serait pas mal. Hein. Mais bon, voilà. Après, est-ce qu'ils pourront rembourser les 40%? Ça, c'est un autre problème. Moi, je suis pas sociologue, je suis pas économiste, je suis rien de tout ça, moi. Je regarde avec le petit bout de ma lorgnette. Hein. Mais donc, je constate que, effectivement, tous les gens qu'on visite, la rénovation globale, c'est dérisoire. Cette année, l'objectif, c'était 100 000. On va en faire péniblement 60 000. Et on nous dit, l'année prochaine, il faut qu'on en fasse 400 000. Formidable. Alors, IACA, Faucon. Je suis désolé, mais à un moment donné, IACA, Faucon, il faut quand même s'y mettre. Hein. Alors, on va faire ça avec quoi? Qui a formé les gens? Alors, très bien, Monsieur Bazin, j'entends que par l'intermédiaire de Point P, vous faites beaucoup de formations. Ok. Vous vendez votre sauce. C'est normal. On va pas vous demander de faire de la formation pour vendre des produits qui sont fabriqués par d'autres. C'est de bonne guerre. Hein, c'est de bonne guerre. On applique toujours les mêmes recettes. Et quand j'entends que on ne renouvelle pas l'air, excusez-moi, mais là... Surtout j'en tombe de ma chaise, quoi. C'est pas possible, quoi. Surtout que le renouvellement d'air, ça a aussi un impact sur la salubrité. La salubrité, la santé. C'est un problème de santé publique aujourd'hui. Et des pathologies qui apparaissent sur le bâtiment. En plus, remarque, c'est pas grave, parce que s'il y a des pathologies sur le bâtiment, on va peut-être disposer d'un petit truc à vendre pour corriger la pathologie. Donc à la limite, c'est peut-être se préparer le marché du futur. Bon, enfin là, je suis méchant. Là, je suis méchant. Hein. Mais effectivement, aujourd'hui, de plus en plus d'enfants, j'entendais dans une émission, je sais plus quand, que un enfant qui naît aujourd'hui a 30 à 40% de chances de développer une allergie dans les 5 ans. C'est totalement incroyable. Moi, quand j'étais gamin, les allergies, il y en avait, mais c'est une personne sur 100.
Aujourd'hui, c'est 30 à 40%. C'est lié à quoi? C'est lié à des airs confinés, des absences de renouvellement d'air, des airs saturés qui, se rapprochant de l'extérieur, voient leur température baisser. C'est normal. Si au lieu de 19, on chauffe à 22 pour être à 55% d'humidité relative, parce que au lieu d'avoir, là aussi, vos techniciens vous confirmeront ce que je dis. Au lieu d'avoir 7 grammes d'eau par kilo d'air, on va en avoir 11 ou 12 grammes. Oui, effectivement, à 19 degrés Celsius, avec 12 grammes de vapeur d'eau par kilo d'air, c'est, on va se donner une échelle, hein, c'est 3 grammes et demi, c'est une cuillère à café d'eau. Et 1 kilo d'air, c'est 2 lave-linges et une panière à linge dessus, ou un lave-linge, un sèche-linge et une panière à linge dessus. Et donc, vous voyez, vous vaporisez d'un coup une cuillère à café de plus dans ce volume d'air, vous passez de 55% d'humidité relative à 19 degrés Celsius à 72%. Et vous êtes dans l'inconfort. Et le seul moyen que vous avez de revenir dans le confort, c'est soit de renouveler l'air pour faire rentrer de l'air réputé moins humide, et la moyenne des deux va vous rééquilibrer, vous allez revenir dans la zone de confort, soit d'augmenter, sauf que 72% d'humidité relative, pour redescendre à 55% en chauffant, faut que l'air, au lieu d'être à 19 degrés, passe au-delà de 21 degrés. Vous voyez, c'est quand même pas rien, ce dont on parle, hein. Et quand on a de l'air à 21 degrés, avec un delta plus important par rapport à la température extérieure qui, elle, n'a pas varié, aucune raison qu'il y ait une incidence, on a donc un choc thermique plus important, on a toujours autant de vapeur d'eau dans l'air, on a plus de risque de condensation, inévitablement, et qui dit condensation avec stagnation d'eau régulière, durable, dit probablement développement de moisissure, qui dit moisissure dit émission de spores allergisantes dans l'air, et dit pathologie des voies aériennes, etc., dit pourrissement des bois, dit rouille des ferrailles dans les bétons, etc. Donc, c'est des pathologies pour tout le monde, à commencer par les occupants. Non, je ne peux pas comprendre on n'ait pas compris ça. C'est incompréhensible pour un mec comme moi, quoi. Je suis désolé. Moi, je n'ai pas fait des pétés d'études, mais c'est la première chose que j'ai essayé de comprendre, comment on peut faire pour que ça aille mieux. Voilà. Et puis surtout que on se constate au quotidien dans toutes les maisons qu'on voit, l'importance que ça a en termes de confort. Et puis on voit aussi que parfois il y a des ventilations qui sont installées, mais qui sont mal installées et qui ne fonctionnent En plus, qui ne sont pas entretenues. Parce que on a décidé, on a convenu que la VMC, alors ça, quand même, ça remonte à 1973, les premières réglementations sur le renouvellement d'air, revues et corrigées en 1978. Bon, depuis, on n'y touche plus. Alors que, bon, forcément, nos habitats sont de plus en plus étanches, qu'on vit de plus en plus à l'intérieur, qu'on émet de plus en plus de vapeur d'eau, etc., etc. Mais bon, il semblerait que le législateur n'ait pas pris conscience de l'évolution des modes de vie des habitants. Va peut-être falloir qu'un jour, on remette l'ouvrage sur le métier. Mais c'est pas d'actualité, semble-t-il, hein. Mais donc, oui, on voit effectivement des installations, c'est catastrophique. On voit des gens qui changent leur menuiserie, qui ont une VMC, et qui se retrouvent avec des belles menuiseries toutes neuves, et il y avait des fuites dans les menuiseries anciennes, donc quand on extrayait de l'air, il en rentrait par la non-étanchéité des menuiseries. Bon, c'était pas top, mais ça fonctionnait, bon an, mal an, il n'y avait pas trop de pathologie. On ferme tout ça, et d'un coup, oh, mon Dieu, j'ai des moisissures chez moi, mais qu'est-ce qui se passe? Bah oui, tout simplement, on n'a pas mis les réglettes sur les menuiseries. Et on demande aux spécialistes des menuiseries, à l'installateur, on dit je voudrais des réglettes sur mes menuiseries. Et paf, on se trouve avec des réglettes dans les salles de bain et l'extraction dans les salles de bain. Et alors les salles de bain sont bien ventilées, hein, parce que le circuit est direct. Mais par contre, le balayage dans les chambres, les pièces sèches, etc., on l'oublie. Et pourquoi on l'oublie? Parce que le responsable des trous, c'est le menuisier. Le responsable de l'installation de la VMC, c'est l'électricien. Pourquoi a-t-on dit aux électriciens? Maintenant, dans les écoles d'électriciens, que les gens conformes apprennent. Mais tous les électriciens qui ont été formés jusqu'à il y a 10 ans, aucune notion de ça. On leur a dit, c'est vous qui allez installer les VMC parce qu'il faut les raccorder, il faut les alimenter, donc ça relève de l'électricien. Donc vous êtes responsable des VMC. Ouais, ok, d'accord, banco, bah, ouais, c'est un peu plus compliqué que ça quand même, hein. Donc c'est pas très compliqué en soi, mais les choses ne sont jamais aussi simples qu'on le voudrait. Et toujours Einstein disait, tout devrait être aussi simple que possible, mais pas plus.
Et ben, là, on a considéré qu'on est allé quand même un peu trop dans le simple. Donc, ventilation, là pareil, enfin, ça suit cette fameuse règle des petits effets, enfin, petit investissement Et grands effets. et grands effets. Et qui plus est, des effets extrêmement durables, parce que une VMC, on n'est pas obligé de mettre des VMC à 10 000, 15 000 euros. Je suis effaré. J'entends, j'ai un ami, là, il avait une VMC thermodynamique, double flux, elle est tombée en panne. D'ailleurs, après 12 ans, et pourtant il l'entretient, 12 ans de bons et loyaux services, paf, elle est tombée en panne, en rade, c'est terminé, c'est mort. Je sais même pas si elle a fait 12 ans. Et il appelle le fournisseur qui dit « Ah, ça tombe bien, vous êtes un bon client. On a une promotion, si vous voulez, on vous vend une machine neuve. » « Ah oui, oui, combien ? 11 900 ou 12 000 euros. Ah ben écoutez, merci, ça va, je vais me débrouiller tout seul. » Donc, pour faire du renouvellement d'air, désolé de faire tomber un mythe, mais une simple flux ou une double flux, ça renouvelle ni plus ni moins d'air. Et comment ça va fonctionner ? Ça va dépendre d'une étanchéité qui a strictement rien à voir avec la machine. Ça va dépendre de où on met les prises d'air, où on extrait et comment on organise le balayage. Ça n'a strictement rien à voir avec la machine. Et le volume dépend du réglage, du choix de la machine et de son réglage. Voilà. Donc, une VMC simple flux renouvelle autant d'air qu'une double flux. Donc, elle fait le même boulot. Hein. Alors après, on dira, oui, mais il y a les économies sur l'air chaud qu'on a extrait, etc. Oui, ouais, ça présuppose qu'il y a une étanchéité au top du top. Au top du top. Et ce qui est, dans des bâtiments classés F ou G, c'est un rêve, même avec une rénovation globale. Là, c'est moi qui ai fait du bâtiment, c'est à mourir de rire quand on entend ça. Hein. Sauf que c'est mourir de rire d'un truc qui est aussi mauvais pour la santé, on peut pas se le permettre. Donc non, un peu de sérieux. Donc rénovation globale systématique, pas forcément pertinent dans tous les cas. Pas forcément adapté à toutes les maisons. Non. Pas forcément dans tous les budgets accessibles. Non. En gros, soyons clairs, 80% des foyers ne pourront pas le faire. 80% des foyers. Et en plus, par exemple, les biens atypiques, comme on a vu par exemple hier. Oui, parce qu'on en voit aussi des qui ont de la chance quand même. Voilà, qui ont de la chance. Mais qui, justement, ça serait complètement stupide d'appliquer une isolation totale, de changer un système pompe à chaleur inadapté, prendre... Donc on peut peut-être décrire ce bien, mais parce qu'il est à la fois atypique, mais justement, en comprenant comment fonctionne le bien, en regardant sa situation, on peut avoir une stratégie complètement différente. Oui, alors moi j'ai une anecdote qui image assez bien ça. J'ai un copain, un collègue qui est allé en vacances en Islande. Bon, l'Islande est réputée, bon, c'est quand même au nord, etc. Donc oui, froid. Dire, je vais voir des maisons super isolées et tout, j'imagine, etc. Il est revenu, mais ils isolent pas leur maison. Pour cause, tu creuses 5 mètres, t'as de l'eau à 30-40 degrés. Donc pourquoi dépenser des ressources, du temps, de l'énergie pour isoler, alors qu'en fait, la chaudière, elle est là, c'est gratos. Et qu'on le puisse ou qu'on le puisse pas, de toute façon, ça va rien changer. Ça va pas émettre de gaz à effet de serre, etc. Donc, on ne se pose pas la question de la situation. Et là, effectivement, on a vu, tant mieux pour le client, et en plus, ça nous a fait plaisir, mais on a vu un moulin à eau qui a l'immense chance, parce que souvent les moulins à eau sont dans des vallées encaissées, donc pas terrible au niveau ensoleillement. Là, c'est au débouché de la vallée. Un facteur d'ensoleillement très intéressant. Une zone géographique où l'hiver, il doit quand même y avoir des belles journées ensoleillées. Et donc, et en plus, même si l'hiver, on a une baisse de la production, parce qu'on va parler de photovoltaïque, par exemple, ces gens-là peuvent effectivement, l'été, avoir, quand il y a moins d'eau, une très bonne production en photovoltaïque. L'hiver, il y a moins de soleil, la turbine tourne. Et ils ont de l'électricité gratuite. Et qui plus est, vous parliez de pompe à chaleur, monsieur Bazin. C'est à la fois la solution et le problème. Il y a des endroits, envisager et parler pompe à chaleur... Parler de pompe à chaleur. Oui, d'électricité dont on va manquer, et qu'on commence par les pompes à chaleur alors qu'il faudrait commencer par isoler, ce en quoi vous avez totalement raison. Moi, plus ça va, plus je vois sur les fourgons des gens qui vendent des pompes à chaleur, ils vendent aussi du photovoltaïque.
hein. Parce qu'effectivement, c'est tel gouffre à consommation d'électricité, quand c'est inadapté, mal dimensionné, mal installé, que c'est mis en remplacement de chaudière avec des températures d'eau avoisinant les 50-55 degrés, avec des machines qui sont calibrées pour produire de l'eau à 35-40 degrés. Alors elles y vont à 50 degrés. Mais par contre, les durées de vie, faut pas espérer 20 ans. Hein. Si on fait 10, c'est bien. Et puis la conso, quoi. La conso, c'est monstrueux, quoi. Donc, voilà. Alors, là, souvent on me dit qu'il y a un anti-pompe à chaleur. Non, je suis pour la bonne solution au bon endroit. Voilà. Et donc, ces gens-là, ils ont un moulin à eau. Il y a leur réservoir, il y avait toujours un réservoir tampon pour réguler la turbine et pour travailler, moudre le blé le jour et dormir la nuit. C'est juste à hauteur de l'habitat. Il y a un mur avec un cuvelage qui sépare la réserve d'eau de la partie habitable. Et ils ont la chance d'avoir une eau qui arrive avec des résurgences et des sources à 50 à 100 mètres de chez eux. L'eau est annuellement à, entre 12 et 15 degrés, en permanence. Donc ils vont aller puiser de la chaleur dans une eau à 12 degrés, qui a une chaleur spécifique, une capacité en chaleur spécifique qui est très intéressante, un gros renouvellement, un volume d'eau super intéressant. Ils n'ont aucune limite pour consommer. C'est gratuit et la pompe à chaleur ne souffrira absolument pas. On a rencontré un excellent professionnel, parce qu'il y en a, heureusement, tant mieux. On n'a pas que des gens qui connaissent pas leur job. Il y en a même beaucoup plus qui le connaissent que de ceux qui le connaissent pas. Et donc, on a discuté entre professionnels, et bon, forcément, on était d'accord. Voilà le cas, par exemple, d'une maison. Oui, il va falloir isoler. Et entre autres, parce qu'on est plutôt dans la partie sud de la France, et que l'été, ils vont souffrir de canicule. Donc, eux, l'isolation, c'est plutôt pour se protéger des excès de température. Hein, parce que ils vont pouvoir, avec la fraîcheur de l'eau à côté, etc., rester confortable chez eux. 36 hier. Oui. Et à l'intérieur, là où on était, il y avait plusieurs thermomètres. Il y en avait un qui était à 22. Voilà, 22. Mais bon, c'était le plus bas. On avait un 26, quoi. On avait un 26. Mais 26 dedans. Avec une humidité relative qui était en revanche un peu élevée. Mais ça restait quand même très confortable. Ça restait très confortable. Ça restait très, très confortable. Au frais, et on sentait quand on rentrait dans la maison. Ah oui, on se mettait en face d'une fenêtre ouverte. Ah, mon Dieu, le four. Donc, voilà. Donc, ouais, il faut que les choses soient adaptées. Il faut arrêter d'imaginer que tout peut être mis sur tableur. Bon. Voilà. Et ils vont isoler la partie la plus exposée dans leur cas, parce qu'ils ont des murs qui faisaient 60-80 cm de Ouais, 60 à 80 cm de pierre. C'est les combles. Les combles, voilà, parce que les combles, il y a habité le dernier étage. Voilà, et ils vont. Des combles perdus. Ce sont des combles perdus, donc ils vont pas isoler les toits, parce qu'en plus les toits, voilà, c'est des constructions. La construction, là, elle date de 1791 à 1820-30 à peu près. Donc ça s'est construit au fil de l'eau, hein, moulin à eau, excusez, voilà, on va se la faire quand même. Donc et comme beaucoup de ces maisons anciennes, c'est biscornu. Hein. Ça part dans un sens, puis dans l'autre, puis encore dans l'autre, puis encore dans l'autre. Et donc, on a des toits qui sont beaux, mais qui sont quasi impossibles à isoler dans l'épaisseur du toit. Et en plus, il n'y a pas le besoin, ils ont assez de surface. Et donc, ce sont des combles perdus. Et donc là, oui, il va falloir, parce que on a beau être au bord d'une petite rivière, d'un petit cours d'eau, quand les rayons du soleil sont sur un toit en tuiles, quand on est allé dans les combles, on a senti la chaleur quand même. Hein. Là, on n'avait pas de thermomètre, mais à mon avis, on était plutôt aux environs de 50 degrés que de 26-27. Hein. Et donc là, oui, il faut empêcher que ça pénètre. Et là, oui, effectivement, on va les orienter vers isoler cette partie-là. Mais pourquoi aller isoler des murs de 80 cm d'épais parce qu'ils vont pas aller isoler ce moulin par l'extérieur. Il a une telle beauté que ce serait dommage de se priver de ça. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'ils auraient l'autorisation de l'isoler par l'extérieur. Donc, en isolant depuis l'intérieur, c'est peut-être même générer des problèmes pour le mur. Hein. Donc, mais là, ça serait un peu trop long à développer. Et donc, par contre, oui, les combles perdus, ils vont mettre le paquet. Ouais, ils vont mettre le paquet. Mais bon, isoler des combles perdus, c'est l'enfance de l'art. Hein. Donc là encore, ça illustre que il n'y a pas de système. Pas de règles. Il n'y a pas de règles.
Ouais. que ça dépend d'une analyse et d'une compréhension de fonctionnement Bien sûr. du bâtiment, Oui. de ressenti de confort, Oui. et que, en fait, ce qui est important, c'est de mettre le bon matériau, ce que tu disais tout à l'heure, Le bon système, le bon matériau, la bonne technique au bon endroit. et Il y a pas de mauvaise technique. Il y a des techniques adaptées. surtout bien mise en œuvre. Ah, mais moi, j'ai toujours dit aux gens que j'ai rencontrés, vaut mieux un produit moyen, bien mis en œuvre, que le meilleur des produits posés par quelqu'un qui connaît rien et qui fait n'importe quoi. C'est primordial. C'est primordial. Hein. Je sais pas s'il y a autre chose à en dire. On a déjà dit beaucoup quand même. On a chargé la mule un peu là. Une fois de plus, hein, c'est pas une attaque contre un homme. C'est pas une attaque contre une industrie ou un industriel. C'est plus contre une politique générale. Quoi. Oui, c'est montrer qu'il peut y avoir une approche différente. Absolument. Et qu'on pense parfois plus adaptée. On cherche la massification, on cherche un impact rapide pour diminuer les consommations énergétiques et surtout les consommations d'énergie fossile. Oui. Tout en maximisant, en optimisant le confort pour l'habitant. Oui. Et en le rendant accessible. Oui. Donc, soit on a une approche globale, enfin, avec forcément des forts besoins financiers. Oui. Et des grosses consommations de ressources. Voilà, et je pense que c'est ça qui est important. Mais je te laisse finir, on va peut-être faire une conclusion là-dessus. Soit c'est une approche beaucoup plus fine, mais qui demande des compétences qui soient répandues. Et puis, il y avait un autre point sur lequel je voulais venir, c'est aussi la motivation. Là, on oblige les gens à faire des travaux. Voilà. Ouais. Ce qu'il disait aussi, on ne peut pas obliger les gens. Enfin, il faut que. Et comment est-ce qu'on crée une motivation? Alors, il y a la motivation du budget liée à l'énergie. Oui, alors on crée des effets d'aubaine. Alors, on crée des effets d'aubaine pour compenser ces augmentations d'énergie. Mais je pense que il faut travailler, il faut expliquer aux gens. Et c'est parce qu'ils comprendront aussi les travaux et qui pourront, ou le fonctionnement de leur maison, qui pourront s'approprier et devenir acteurs et responsables de l'évolution de leur habitat et pour qu'ils soient beaucoup plus adaptés à la disponibilité énergétique et à l'évolution du climat tout en ayant un maximum de confort. Oui, mais Geoffrey, enfin, tu voudrais que des gens qu'on a mis des années à formater pour qu'ils écoutent un discours sagement, d'un coup deviennent doués de réflexion et disent « Non, mais votre truc, ça tient pas, c'est pas ce que je veux autre chose. » Oui, ça serait l'idéal, mais on va tellement à contre-courant. Alors je sais, les Chinois disent seul le poisson mort est le seul qui nage dans le sens du courant. Hein. Donc, ok, nous ne sommes pas des poissons morts, mais c'est vrai que j'ai été artisan et j'entendais régulièrement des collègues dire « Ah, j'ai rencontré un mec, il est chiant, il en sait plus que moi. » Mais bravo, tant mieux. Essaie de lui demander qu'il t'explique ce qu'il connaît et que tu ne connais pas. Et progresse. Cesse de ne vendre que ce qu'on te préconise de mettre en œuvre. Essaie de t'ouvrir à d'autres choses. Et effectivement, c'est un petit peu là-dessus que j'aimerais rebondir aussi et peut-être conclure. C'est que tout ce qu'on a entendu va dans le sens de on fait des économies à l'exploitation. Ok, très bien. Alors, maintenant, si on a effectivement déjà un petit peu amélioré dans le passé, parce que on a eu les campagnes où on change les menuiseries, on a eu les campagnes, on travaille un petit peu sur l'étanchéité, on n'est pas à fond, mais on cherche quand même un petit peu les fuites. On a eu les campagnes, on retravaille un peu l'isolation, donc on a amélioré. Hein. Aujourd'hui, des biens qui consomment entre 1000 et 2000 euros de chauffage à l'année. Donc, on va demander de dépenser 40 ou 50 000 euros pour tomber à 300. Très bien, 700 d'économie. Si je divise 40 par 700, 6 x 7, 42, il faut 60 ans. 60 ans d'amortissement sur des systèmes qui ont probablement, pour la plupart, une durée d'espérance de vie de 20 ans. Alors là, déjà, il y a quand même un souci financier. Mais à la limite, le financier, ce ne sont que des conventions. On en fait ce qu'on veut de la finance.
Alors bon, je simplifie quand même, hein. Mais néanmoins, c'est du conventionnel, etc. Et donc, par contre, on a des réalités qui ne sont pas du conventionnel. C'est qu'est-ce qu'on consomme comme ressources pour économiser quelle quantité de ressources. Nous, on a développé ça, on appelle ça le delta. Le delta, c'est un acronyme des dépenses à la fabrication, au transport, à démonter l'ancien système, reposer le nouveau système, bref, tout ce qui est nécessaire pour que ce système devienne opérationnel. Ça consomme des ressources, ça consomme de l'énergie, ça demande du temps de travail, etc. Ça a un coût financier, donc quel que soit l'angle sous lequel on l'approche, et on va rester toujours avec le même angle d'approche, et je pense que il n'est pas parfait cet angle d'approche, mais on en a un qui est assez universellement admis, c'est le CO2. On va parler de kilos, d'équivalent kilo CO2, etc. Bon, voilà, on prend l'unité qu'on veut. Et donc, j'ai tant de CO2 émis du fait de l'extraction des matières premières, de leur raffinage, de leur transformation, de la fabrication des machines, du transport des machines, de l'installation des machines, de l'entretien des machines et du recyclage en fin de vie. Parce que voilà, c'est le cycle de vie complet. Ça a un coût. C'est une consommation. C'est le D pour dépense. Le E, on l'espère, ça va générer une économie à l'exploitation. Donc on va apprécier annuellement. Et donc, restons sur la même unité. Et après, on a le L, qui va être longévité du système. Et on a le T, qui est temps d'amortissement du système. Si je divise mon débours par mon économie, ça me donne mon temps d'amortissement. Si mon temps d'amortissement, quelle que soit l'unité que j'ai choisie, est supérieur à ma longévité, mais je dois m'abstenir de faire ça, parce que je ne suis pas dans la vertu. Alors peut-être que ça fait tourner l'industrie, peut-être que ça fait tourner la finance, peut-être que ça occupe l'esprit des gens, etc. Mais in fine, pour les générations futures, ce qu'aura été consommé ne sera plus disponible. Et nous avons l'obligation morale, aujourd'hui, certes de penser à pourvoir à nos besoins, mais en ménageant la possibilité pour les générations futures de faire face à leurs besoins à elles. Et compte tenu des bouleversements climatiques qu'on génère, elles vont avoir, ces générations futures, plus de besoins que nous. Et elles auront moins de moyens parce qu'on a tout consommé bêtement pour nos petits conforts là, et peut-être pour maintenir le business et le marché. C'est pas acceptable. Et on en finit par le A, c'est action ou non-action. Eh bien oui, il y a des fois, ça semble vertueux sur le papier, mais dans la réalité, ça ne l'est pas. Donc à ce moment-là, on se pose la question, peut-être faudra-t-il faire un peu moins, mais chercher l'équilibre de la vertu, voilà, remettre le curseur au bon endroit. Et action, je dirais même alternative. Alternative, c'est encore mieux. T'as raison, Geoffrey. Ouais, j'ai d'y penser en t'écoutant. Ah mais comme quoi, voilà, chaque jour faut inventer quelque chose ou découvrir ou apprendre quelque chose. Donc voilà tout ce que effectivement cette interview, il y en aurait encore beaucoup à dire, mais on a déjà dit beaucoup quand même. On a déjà dit beaucoup. Et donc alors s'il vous plaît, quand même le cœur du cœur, n'oubliez pas que le défi de demain, c'est pas l'hiver, c'est l'été. Et l'été, quand on n'en peut plus d'avoir chaud, on n'en peut plus d'avoir chaud. Et qu'on meurt beaucoup plus sûrement d'hyperthermie que d'hypothermie. Il y a beaucoup plus de morts l'été par des excès de chaleur qu'il y en a l'hiver par des vagues de froid. Faut jamais perdre toutes ces choses-là de vue. Et franchement, remettre un petit peu de temps en temps les pendules à l'heure. Alors bon, c'est prétentieux de dire qu'on a mis les pendules à l'heure. Non, on a dit ce qu'on avait à dire. Voilà. Ok. Merci Claude. Merci Geoffrey.